Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Kafka. Nous nous rencontrons pour un deuxième épisode de Caves of Code, cette série de tutoriels dans lesquels on va apprendre les bases de code. Et donc aujourd'hui on se lance dans l'aventure et nous allons nous créer un personnage pour nous aider. Donc on va choisir classique. Maintenant on va choisir New, Mutated Human. Nous allons prendre la classe nomade. Et là ici, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode que nous allons suivre le personnage essentiellement créé par Big Simple qui s'appelle Scorpomad. Donc on prend nomade et à nomade, on a donc ici toutes les mutations qui sont possibles. Et donc on va ajouter le bec qui va donner plus 1 d'ego et qu'on va occasionnellement donner des coups de bec si on veut. Et ça nous donne plus 200 de réputation avec les oiseaux. Ensuite, on va se donner Heightened Quickness. Et ça ici, ça va être ultra important parce que c'est en fait cette mutation-là qui va nous aider à survivre. Parce que le Heightened Quickness nous donne plus de quickness, ce qui fait en sorte qu'on va avoir plus de chances de s'évader des ennemis lorsqu'ils vont nous pourchasser. Ensuite, pour nous aider dans ce premier playthrough, on va aussi choisir Night Vision. Donc, pour les joueurs néophytes, c'est toujours bien d'avoir Night Vision parce que ça permet essentiellement de ne pas avoir à toujours traîner une torche sur soi ou avoir une source de lumière constante. Finalement, on va prendre Poison Venom, le Stinger, qu'on retrouve juste ici. Et on va choisir comme défect ici Hooks for Feet. Donc on ne pourra pas porter de bottes. Et finalement, on va prendre le Mental Mirror qui va nous aider contre les attaques de type mental. Et c'est ce qui fait le tour pour nos mutations. Donc je répète, Beak, Heightened Quickness, Night Vision, Stinger avec le Poison Venom, Hooks for Feet dans les defects et Mental Mirror. On est prêt, on passe sur 9. Attendez, je pense qu'il m'en manque peut-être un. Je me demande si... En fait, on pourrait enlever Hooks for Feet. Je pense que c'est depuis la dernière patch que on n'est plus obligé d'avoir Hooks for Feet. Allons-y de cette manière-là. Parfait. Maintenant, on va emmener notre Strength à 19, notre Agilité à 17, notre Toughness à 19, notre Intelligence à 17, notre Willpower à 17 et notre Ego à 16. Suivant. Et là, ici, vous voyez, on peut exporter ou sauvegarder. Donc ici, si vous avez l'intention de rejouer ce personnage-là, vous pesez sur Save. On va l'appeler Scorpomad. Et c'est fait, il est enregistré. On va appeler ce nom-là, on va l'appeler Tuto. Et on va être fin prêt à commencer. On va choisir juste ici le lieu Jopa, qui est le premier lieu. Et le monde va se créer devant nous. Maintenant, avant de vous montrer comment fonctionne la région de Jopa, ce qui est prévu pour cet épisode-ci, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le UI. Ça va? Parce qu'au départ, on commence, puis on ne sait pas trop où mettre la tête, qu'est-ce qu'on voit, etc. Donc, vous allez voir qu'en jouant très peu, ça va finir par être très clair. Si tout ce que vous voyez ici pour l'instant, c'est du charabia pour vous, donnez-vous la chance de regarder, de vous immerser un peu, de jouer, puis vous allez voir, tout devient très clair. Donc, les premières choses à remarquer, c'est que, on peut tasser cette barre ici de messages, de log, mais elle est très importante, cette barre-là, donc je vous recommande de toujours y jeter des coups d'œil parce que c'est là qu'il va y avoir tous les messages d'attaque, d'infection qu'on peut contracter, etc., etc.
Maintenant, si on veut aller voir notre inventaire, on va peser sur la touche I. I, ça va ouvrir notre inventaire. Et ici, comme vous pouvez voir, vous allez avoir accès à tous les autres onglets dans cette fenêtre ici. Donc, notre inventaire, essentiellement, comme on peut voir, elle est juste ici à droite. Donc, présentement, on a des lunettes qu'on ne porte pas parce qu'on a un bec qui nous empêche de les porter. On a un Salt Hopper Chip. Donc, ça va toujours être écrit ce que ça fait, mais dans ce cas-ci, c'est de la nourriture, comme on peut voir ici. On a 10 torches, des Witchwood Bark, qui sont une façon de se soigner. La seule chose, c'est que ça va nous rendre confused quand on les mange. Donc, vous allez voir, ça va avoir un effet. Lorsqu'on est confused dans ce jeu-là, essentiellement, en gros, tous les menus, si on est confused, on ne sera pas capable, ça va être du charabia, on ne sera pas capable de lire ce qui est écrit dans nos menus. Et ensuite, on a une cantine avec 32 drams de fresh water. L'eau dans ce jeu, c'est important pour survivre. On boit de l'eau autant de tours. Et c'est aussi la monnaie d'échange. Mais ça pèse quand même assez lourd. Donc, vous allez voir que dans ce jeu-là, il y a toute une économie de combien d'eau on transporte sur soi, puis des fois de transformer son eau en certains objets qui sont moins lourds, mais qui valent plus cher. On va voir ça en temps et lieu. Et ici, on a tout ce qu'on a comme équipement sur nous, essentiellement. Donc, on commence ici avec un right hand, un Chris qui est équipé à notre main droite. Maintenant, les autres fenêtres sont ultra importantes. Si on commence par Skill and Powers, ça ici, c'est tous les skills. On peut peser ici sur moi. Comme je vous dis, normalement, je n'utilise pas mon curseur, mais je vais le faire dans le cadre ici de l'explication pour vous aider à me suivre. Donc ici, on a toutes les skills disponibles. Et donc, vous pouvez prendre le temps d'aller les lire, etc. Mais pour vos premières parties, ne vous borderez pas trop avec ça. Choisissez un type d'arme que vous voulez. Allez mettre des points dans cette arme-là. Et vous allez voir qu'à travers ce tutoriel, je vais vous montrer certains skills qui sont assez importants pour nous aider en début de partie. Mais on commence déjà avec des skills. On commence avec Cooking and Gathering Harvestry. Donc ça, essentiellement, c'est assez simple. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir harvester les différentes plantes, etc. On commence avec Endurance Weathered. Donc, you take 15% less damage from heating and cooling effects. Donc, les effets de chaleur et de froid sont diminués de 15%. Et Wayfaring. Wayfaring, c'est ultra important. Le premier nous permet de faire un K qui va être très important pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se nourrir. Et ça va aussi nous ouvrir, comme vous pouvez le voir ici, les Wilderness Lore. Les Wilderness Lore, c'est quoi? C'est, en gros, il y a des Wilderness Lore pour chacun des types de régions. Et lorsqu'on a débloqué le Wilderness Lore d'une certaine région, on va diminuer la chance de se perdre dans cette région-là. Et on commence déjà avec les Salt Dunes qui, vous allez voir, vont devenir utiles plus loin dans le playthrough. On va laisser cette fenêtre-là de côté pour l'instant, on va y revenir en temps et lieu. On a nos attributs maintenant. Donc, comme vous pouvez voir ici, on n'a aucun point d'attribut disponible, mais quand on va en avoir, nous allons pouvoir augmenter nos attributs juste ici. Et si vous prenez le temps de lire, on vous explique chacun des attributs à quoi il sert. Donc, la force, ça va déterminer le dommage sur les armes en mêlée. Et notre habileté à résister aux mouvements forcés et notre capacité à transporter des objets. L'agilité, ça détermine notre précision avec les armes de mêlée et les armes à distance. Notre toughness, c'est le nombre de points de vie qu'on a. Notre génération de points de vie et à quel point on résiste au poison et aux maladies. Notre intelligence va déterminer le nombre de skill points qu'on peut avoir et va nous aider à identifier les artefacts. Notre willpower va modifier le cooldown, si on veut, de nos habiletés, parce que nos habiletés ont un certain cooldown. Plus qu'on a de willpower, moins on a de cooldown. Et l'ego va nous aider dans tout ce qui est mental, tout ce qui est les habiletés mentales. Ça va nous aider aussi à négocier avec les marchands, etc. Donc ça, c'est la fenêtre qu'il faut venir voir lorsqu'on monte en niveau pour améliorer notre personnage.
On a déjà vu l'inventaire. Tinkering. Ici, pour l'instant, on n'a rien. Vous allez voir, ça va prendre du temps avant qu'on en ait. C'est surtout quand on fait des builds de Tinkerer que ça va se faire. En gros, ici, c'est les recettes qu'on a débloquées pour construire des objets. Journal, pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est une autre fenêtre qui est très importante parce que à travers une partie de Case of Code, vous allez découvrir ce qu'on appelle des secrets, du lore. Et ce lore-là, ces secrets-là, en gros, vont être en quelque sorte des points d'intérêt sur la carte, comme des donjons, etc., où vous allez vouloir aller vous aventurer pour aller faire de l'expérience, chercher des ressources, etc. Et donc, quand on découvre du lore, on va pouvoir venir ici dans le journal, et quelque chose qui m'a pris du temps à découvrir, c'est que quand on va dans le journal et qu'on a des locations, des localisations, des lieux qui sont ici, on peut les highlighter en les sélectionnant. Je vais vous montrer à la fin de l'épisode comment ça fonctionne lorsqu'on va aller voir la statue de Jopa. On a ici l'onglet quête. Donc, quête, c'est toutes les quêtes qui sont disponibles pour nous. On commence avec aucune quête, vous allez voir très rapidement, on va en avoir. Réputation, ici, c'est encore une fois très important, mais lorsque vous êtes dans vos premières parties, ne vous badrez pas trop avec la réputation. Essentiellement, c'est que on a une réputation au sein de toutes les races dans le jeu, et des fois, notre réputation est positive, des fois, elle est négative. Et lorsqu'on a une réputation négative avec certains, ça veut dire qu'ils vont nous attaquer en nous voyant. Donc, éventuellement, quand vous allez devenir plus expérimenté, vous allez pouvoir adapter votre façon de jouer aux différentes réputations que vous voulez avoir avec les différentes races. Donc, vous savez que par exemple, dans tel donjon, il va y avoir beaucoup de robots. Vous allez vouloir peut-être vous assurer que vous n'attaquez pas les robots pour ne pas faire descendre votre réputation. La réputation fonctionne aussi de manière collatérale, c'est-à-dire que chaque ethnie a également, pas ethnie, mais plutôt race, a également des races qu'elle aime et des races qu'elle déteste. Et donc, quand on tue une créature élite d'une race, essentiellement, ça va faire en sorte qu'on va gagner des points chez certaines races et on va en perdre dans d'autres. Et finalement, le message log qu'on a ici qui sert pour l'instant pas à grand chose. Ça fait un peu le tour du UI qu'on a ici en pesant sur la touche I qui nous permet de voir qui nous permet de voir donc ce menu-là. Maintenant, une fois qu'on est prêt à commencer, vous pouvez voir un des trucs importants, c'est nos habiletés qui sont juste ici en bas dans la barre. Ces habiletés-là vont nous aider. Donc, par exemple, on a l'habilité de sprinter. On a l'habilité ici, grâce à notre Stinger, d'empoisonner des personnages. On a une habileté ici qui est le Mental Mirror, mais qui va être automatiquement utilisée lorsqu'on est attaqué. Et on a ici le Harvest Plant qui est aussi automatique et le Make Camp qui est automatique. Si on veut voir toutes ces habiletés-là, on peut peser sur la touche A pour habileté. Et un des trucs que moi je vais vous recommander de faire, c'est de vous faire des quick keys, donc des clés rapides si on veut, pour aller chercher ces habiletés. Par exemple, Make Camp, si on pèse sur la touche Insert, vous allez voir Press the keyboard key to bind Make Camp. Et vous allez voir, moi je l'ai déjà fait, mais j'ai fait Shift C. Et donc, à partir de maintenant, si j'ai fait Shift C, on va me demander où est-ce que je veux faire mon camp. Je vais choisir une direction et là, je viens de faire apparaître un camp juste ici à gauche que je peux utiliser pour me faire un meal, donc un repas. Ça va? Donc, moi ici, pour ce build-là, vous pouvez voir, j'ai mis Shift S pour mon Sting et Shift C pour mon camp. Donc, pour l'instant, c'est les deux que j'utilise pour commencer. Maintenant, vous pouvez utiliser votre scroll wheel donc, pour zoomer, dézoomer. Vous allez voir que c'est un jeu qui gagne à jouer souvent très dézoomé, mais après ça, ça dépend de vous. Des fois, quand il y a des combats ou etc., on veut peut-être un peu avancer l'écran pour voir un petit peu mieux les ennemis qui sont à travers. Une autre touche qui est importante, c'est la touche L, qui veut dire Look. Donc, si on pèse sur la touche L et qu'on se promène avec notre pavé numérique de droite, on peut aller voir les différentes choses qui sont disponibles sur la carte.
Et donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a Mehmet, qui est un des personnages de Jopa, qui est toujours là. On a Watervine Farmer. Et si on pesait sur Entrée, on peut même donc voir les effets, etc. Puis, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que quand vous allez arriver devant des ennemis que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir faire L, regarder et voir est-ce qu'ils sont hostiles envers vous ou non. Vous voyez comme ici, ils sont neutres. Et la difficulté. Donc ici, si on était pour se battre contre le Watervine Farmer, on peut voir qu'il est average. Donc il est médium. Il n'est pas très difficile, il n'est pas très facile. Mais ça va être très important parce que vous allez voir que parfois vous allez arriver devant des ennemis qui sont très difficiles à vaincre et donc vous n'allez peut-être pas vouloir vous confronter à ces ennemis. Maintenant, dans les autres touches qui vont être importantes, on a la touche 0. Donc, la touche 0 sur le pavé numérique va nous permettre d'aller voir tous les lieux importants dans une carte et en fait faire l'exploration automatique d'une carte. Cette touche-là, elle est importante parce que quand on est dans Jopa, comme c'est le cas ici, ça nous permet de faire beaucoup de travail en une seule touche. Par contre, il faut l'utiliser avec parcimonie lorsqu'on est dans des donjons et que ces donjons-là regorge d'adversaires qui sont plus que average. Parce qu'essentiellement, ça peut vous arriver de faire la touche 0, d'être en exploration automatique et de tourner le coin et d'arriver face à face avec une créature qui peut vous tuer. Et donc, il faut l'utiliser avec parcimonie, mais je vais vous montrer ce que ça fait si on touche sur la touche, si on appuie sur la touche 0, voici ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez voir, mon personnage, il est juste ici et on est en train de se promener, on est en train de faire le tour de la ville. Et tout ce qui est possible de prendre sur nous, comme vous venez de le voir ici, on va le prendre et on va le mettre dans notre inventaire. Donc vous allez voir, quand on va retourner dans l'inventaire, on va voir des nouveaux objets. Donc vous voyez ici, on vient de trouver donc un shrine du sultan. Et là, on vient d'ajouter une information sur les sultans, l'histoire des sultans de Reshef dans notre journal. Donc, vous allez voir, les sultans, essentiellement, ça va nous emmener à découvrir du lore qui vont nous emmener à des lieux importants dans le monde de code. There doesn't seem to be anywhere else to explore. Ça veut dire qu'on a fait le tour de la carte. On a pris tout ce qui était important. Donc, si on appuie sur la touche I, vous pouvez voir, on a trouvé des bent metal sheets et des fractured microchips. Donc, ça ici, ce sont des items qui vont nous permettre éventuellement de tinker, donc de crafter différents trucs. Mais surtout, ce que ça nous a permis, c'est si on touche sur si on pèse sur la touche Backspace, on peut voir ici maintenant tous les points d'intérêt qu'on retrouve sur la carte de Jopa. Et sur la carte de Jopa, je vous le dis tout de suite, il y a 3 personnages que vous allez vouloir aller voir dès le départ. Il y a Argive, Mehmet et Watervine Farmer and Mechanimist Convert. Moi, je commence toujours par Watervine Farmer et Mechanimist Convert parce que pour une raison que j'ignore, parfois il meurt lorsqu'on joue. Donc, il se fait attaquer par des créatures. Une fois qu'on est ici, on pèse sur la touche la barre. Et maintenant, donc, on a une quête qu'on peut aller accepter de lui qui nous envoie à 6 Days Silt. Et donc, si on écrit I will make, si on fait la touche 4, I will make the journey, on accepte sa quête. Il nous donne un trinket. Les trinkets, vous allez voir, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a un autre personnage qui va nous demander. Donc, si on vient voir ici, sur le F juste ici, on a un old trinket. Donc les trinkets, c'est quoi? C'est plein de choses. Ça peut être des armes, ça peut être vraiment une panoplie de choses. Et ces trinkets-là, essentiellement, présentement, c'est un artefact qu'on ne reconnaît pas. Et là, c'est là que notre intelligence pourrait nous aider à les reconnaître. Si on veut tenter de les reconnaître, on peut peser sur la touche F, par exemple, ici, ou sinon je peux utiliser mes flèches ici. Je suis sur Old Trinket, je pèse sur Spacebar. Et là, on peut faire Examine. Le truc, c'est que si je n'arrive pas à la reconnaître, je vais briser le trinket. Donc, vous allez voir, il y a des façons d'améliorer sa manière de reconnaître, notamment en s'assoyant sur une chaise. Mais là, on va le faire. Et donc, on a trouvé un Bubble Level. Donc, un Bubble Level, c'est un niveau avec à bulle. Et donc, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, on a ça. J'avais oublié de vous parler de ça ici, juste en haut à droite. On a le poids disponible à notre portée. Donc, présentement, notre inventaire fait 61 livres et on peut
on peut transporter jusqu'à 285 livres d'objets. Donc, c'est important à garder en tête. Donc, on a accepté la première quête. Si on va dans quête ici, on voit qu'on a la quête qui est apparue qui nous demande de faire un pèlerinage à 6 Days Silt qu'on va faire éventuellement, évidemment. Maintenant, un autre personnage qu'on va aller voir, c'est Mehmet, qui est juste à côté ici. Et donc, on va voir Mehmet et lui, on va demander I'm in search of work et on va accepter sa quête qui s'appelle What's Eating the Water Vine. Donc voilà, une deuxième quête d'accepter et on va aller voir Argal qui lui aussi va nous demander essentiellement de lui ramener un knick-knack. Et donc, on va accepter de lui, on va accepter son knick-knack à lui. Et si on va le voir, on va lui donner un artefact, c'est-à-dire le bubble level qu'il nous a donné. Et il nous demande encore de ramener la même chose. Et donc, voilà, nos quêtes sont acceptées. Donc voilà, j'ai plus d'artefact, ça va me prendre un autre artefact pour aller voir Argal. C'est pas tout pour Jopa par contre, parce qu'il y a deux autres lieux importants dans Jopa. Le premier, il est en haut ici. Donc si vous allez sur la frontière, essentiellement de la façon qu'il faut le voir, donc je vais reculer sur le monde. Ça va? Pour reculer et avancer sur le monde, il faut utiliser la touche moins et plus sur le pavé numérique. Ça ici, c'est notre monde. Et chaque écosystème qu'on peut voir a une difficulté différente. Vous pouvez aller voir sur le wiki du jeu et vous allez être capable de voir c'est quoi la difficulté, pardonnez-moi, de chaque écosystème. Ici, on a 6 Days Silt. Hein, d'ailleurs, on peut faire L pour aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc voilà, 6 Days Silt. Hein. Donc ici, essentiellement, c'est un des endroits où il faut aller. Et What's Eating the Water Vine, ça on va voir, c'est juste ici, à Red Rock, c'est là qu'il va falloir aller. Mais la raison pour laquelle j'ouvrais le monde, c'est que vous voyez que je ne me rappelle plus les termes exacts qu'il utilise. Mais là j'ai bougé, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire L. Vous voyez, chaque lieu comme ça, c'est essentiellement un carré de 3 par 3. Donc, vous allez voir plus tard, ça va devenir important de savoir ça. Et lorsqu'on arrive dans un carré 3 par 3 à partir de cette carte-ci, puis qu'on ne l'a jamais exploré, on va arriver dans le centre du carré. Donc, si je reviens ici sur Jopa et que je fais plus, j'arrive dans le centre. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un endroit là, un endroit là, un endroit là et un endroit à gauche ici. Et donc, dans l'endroit du nord, on va toujours retrouver la même chose, c'est-à-dire un cimetière avec une statue. Encore une fois, je sais, moi, parce que j'ai joué assez souvent, que ben voilà, je sais qu'il n'y a pas d'ennemis dans ce lieu-là, donc je peux peser sur la touche 0, Auto-Explore, et je vais découvrir éventuellement une statue qui va me donner un premier lieu, et voilà, je l'ai trouvé, un premier lieu important sur la carte. Donc, je pèse sur Space, you discover the location of Karkush Scholarhorn. Donc, on vient de prendre ça en note, et maintenant, on va laisser quand même auto-explorer juste parce que. Et je vais vous montrer après ce que ça a fait dans notre journal. Donc là, vous pouvez voir, c'est la nuit, donc on a un moins grand champ de vision, ce qui fait en sorte que c'est plus long vers le auto-explore. Donc, si on revient en arrière et qu'on s'en va sur Journal, vous voyez ici, on a trouvé le site de Karkush Scholarhorn. Et donc, ça nous dit que c'est à 3 parasangs East and 1 parasang North. Des parasangs, c'est les carrés à l'intérieur des régions, comme je vous disais. North of Red Rock. Donc, vous voyez, ça va être 1, 2, 3. Non, parasang, pardonnez-moi, parasang, c'est la région complète. Donc, si je pèse sur X, vous allez voir que ça va avoir fait sur ma carte la chose suivante. Donc, vous voyez, 1, 2, 3 et 1. Donc, maintenant, je sais que je peux faire ça. Moi, je vous dirais de toujours, quand vous découvrez un lieu d'importance, allez toujours, un site historique, allez toujours le highlighter. Et quand vous allez faire ce site historique-là et le compléter, allez le déshighlighter pour vous savoir qu'est-ce qu'il vous reste à faire et qu'est-ce que vous avez déjà fait. Donc, maintenant, on retourne à Jopa. Il y a un des trucs qui est important à mentionner, juste ici. Vous voyez, je suis hungry, ce qui veut dire que j'ai faim.
Et comme vous pouvez voir juste ici, on aurait aussi pu l'accéder à travers la backspace. On a un Clay Oven. Le Clay Oven va nous donner accès à de la nourriture. Et chaque village a sa spécialité de nourriture. Et donc ici, on a les Fresh Apple Mats. Et si on mange ça, vous allez voir que ça va nous donner un bonus de 13% to Natural Healing Rate. Et notre thirst, donc notre soif, va être diminué de moitié. Donc maintenant, vous voyez, on est sated et quenched, ce qui veut dire qu'on n'a pas faim et on n'a pas soif. Il nous reste un dernier lieu à regarder à l'intérieur de Jopa. Et ça, c'est un lieu que souvent on passe à côté parce que dans l'Auto-Explore, notre personnage ne le découvre pas. Et c'est juste ici. Vous voyez, quand je me suis approché du lac, il y a une petite fente qui s'est ouverte. Et si on va sur cette fente-là et qu'on décide de descendre avec la touche plus, nous arrivons dans un premier petit donjon qui est caché essentiellement. Hein? Donc, vous voyez, on était ici, je reviens, on rentre à l'intérieur et il y a un premier petit donjon. Ce donjon-là, il peut être excessivement difficile comme il peut être très facile. C'est une bonne façon de kickstarter votre partie. Donc, moi, ce que je fais normalement quand je commence une partie à Jopa, je vais vous donner l'exemple. On rentre ici, je demande le center. Quand je commence ma partie et que je suis à Jopa, la première chose que je fais avant même d'aller voir qui que ce soit, souvent, c'est je vais directement à cet endroit-là pour faire le donjon. Et pour, comme ça, kickstarter ma partie. Si je meurs pendant ce donjon-là, j'aurais pas perdu le temps de tout explore, tout, d'aller voir tout le monde, de demander les quêtes, de faire ci, de faire ça. Donc, vous voyez, là, la vidéo, on est déjà rendu à 26 minutes. C'est sûr que j'ai beaucoup parlé, mais c'est un bon 5-10 minutes, là, faire toute la préparation, peut-être plus un 5 minutes, faire toute la préparation. Donc, on peut sauver ces 5 minutes-là. On va directement dans les souterrains et là, on peut déjà commencer à aller chercher des niveaux qui vont nous aider dans nos premières quêtes. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on voit un premier adversaire, si on veut. Donc, vous voyez, c'est un Jilted Lover. Il est hostile et il est average. Donc, il n'est pas tellement difficile à battre. On vient de prendre 2 de dégâts. C'est inscrit juste ici. Vous voyez, ma barre de vie, on est passé de 19 à 17. Pour attaquer dans ce jeu-là, comme dans beaucoup de roguelike, il faut simplement faire la direction où on a l'ennemi. Donc, dans ce cas-ci, je cliquerai sur 1 sur mon pavé numérique. Et vous voyez, j'ai tuer la bestiole. En fait, c'est pas une bestiole, c'est plus une plante. Dernière touche qui va être très importante à se souvenir et à utiliser, c'est la touche qu'on appelle tilde, c'est-à-dire c'est la touche à l'extrémité gauche et au sommet de votre clavier, juste en dessous de Escape. Et cette touche-là, lorsqu'on la clique, ça va faire en sorte qu'on va rest jusqu'à temps que notre vie soit pleine. Donc, vous voyez ici, notre vie, on était à 17 et on est remonté à 19. Et donc, comme ça, on peut reprendre l'exploration. Donc, vous voyez ici, on a des escaliers et comme on l'avait fait dans l'épisode précédent, ils sont highlightés. Donc, ils sont en surlignage rose, ce qui fait en sorte que même quand on n'a plus le line of sight, la vision sur nos escaliers, on les voit quand même. Donc, on continue à explorer le donjon de cette façon-là. On va essayer de faire le tour. Donc là, vous voyez, par exemple, juste ici, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un feral dog et il y a une chauve-souris qui sont en train de se battre. Mais les deux sont friendly ou neutral avec nous. Donc, elles vont se battre entre elles, mais elles ne vont pas nous attaquer, nous. Et là, comme je vous dis, comme on essaie de kickstarter notre partie, moi, je vais tout tuer ce qu'on retrouve dans cette grotte-ci. Là, on a un ennemi qui attaque à distance. Et oh, vous voyez juste ici, on vient de trouver un ours qui est tough. Ce qui veut dire que c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller se battre contre elle tout de suite. Donc là, c'est la force de notre personnage qu'on vient de se créer. C'est qu'elle a énormément de rapidité. Okay? Ce qu'il faut comprendre maintenant dans la façon que le combat fonctionne, c'est qu'on a 3 statistiques en haut ici. AV, c'est notre Armor Value. En gros, c'est comme dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que pour nous faire du dégât, il faut que la créature roule plus que 3 pour nous faire du dégât. DV, c'est notre Dodge Value, donc comment est-ce qu'on est capable d'échapper aux attaques. Et donc ici, vous voyez, on a beaucoup de chances que l'attaque ne nous touche pas.
Et MA, c'est pour les attaques mentales qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Mais le MA fonctionne un petit peu comme AV, si je ne me trompe pas. Et essentiellement, ça va être pour nous rééditer aux attaques mentales. Là, ici, on a un problème. On a un ours ici qui est difficile. On a une plante ici qui, comme vous l'avez vu, nous a fait du dégât. Et essentiellement qui est hostile envers nous. Et elle a des attaques à distance, qui est très difficile. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'AV au début de la partie et pas beaucoup de points de vie, ça peut nous tuer très facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction sprint. Donc, je vais Shift Z. Vous voyez, elle s'est mise automatiquement on. Et là, je vais essentiellement essayer d'aller plus loin que l'ours. Et là, vous voyez, je suis tombé devant une créature juste ici. Ma vie, elle est descendue en bas de 60% et je vais continuer à essayer de m'enfuir. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un succès. Donc, je vais me soigner au complet. Et là, maintenant, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je retourne à cet endroit-là où je sais qu'il y a un ours et un centipède ou est-ce que je décide d'aller faire les premières séquences? Donc, ici, il y a un Dog Corp. Ici, il y a un centipède. Donc, on peut voir que le centipède est sans doute mort de l'ours qui l'a attaqué. Il faut y aller tranquillement. Ça devient très tentant de peser rapidement sur les touches. Mais ce jeu-là, on gagne à jouer lentement. Vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles moi, que je fais entre ce jeu-là et les Souls-like. C'est-à-dire que souvent dans les Souls-like, quand ça fait plusieurs fois qu'on se bat contre un boss, on a tendance à perdre patience puis à pas prendre son temps. Puis c'est ça qui nous coûte toujours nos vies. Or ici, si on prend notre temps, on s'en sort souvent beaucoup plus gagnant. Donc là, je ne vais pas faire auto-explore parce que je sais qu'il y a un ours à quelque part. Et si jamais je devais retomber face à face avec cet ours-là, j'aimerais pouvoir m'enfuir comme bon me semble. Et là, voilà, on est arrivé au niveau 2. Ce qui fait en sorte que si on ouvre notre inventaire et qu'on va dans Skill and Power, on a débloqué 78 Skill Points. Et on a surtout débloqué un point de mutation. Pour ce build-là, ce qui est recommandé, c'est de mettre ces points de mutation dans Heightened Quickness, qui va nous donner encore plus de rapidité. On va passer de 15 à 17. Donc vous avez vu, j'ai pu me sauver de l'ours et du centipède grâce à cette mutation-là. Donc je vais mettre dans Heightened Quickness. Et donc voilà, maintenant j'ai 17 points d'évasion. Pour l'instant, je ne vais pas mettre mes points encore dans rien de cela, parce que essentiellement ce que je veux moi c'est les long blades, parce que techniquement mon stinger est considéré comme un long blade et je vais faire un build dans lequel je vais utiliser un épée, donc je vais attendre d'avoir 100 SP avant de dépenser ces points là. Vous pouvez voir mon personnage ici, il est vert, ça c'est parce qu'il lui manque de la vie, donc si je fais tilde et voilà, on est de retour à 100%. Et là, pour une raison que j'ignore, je ne retrouve plus l'ours. Il s'est peut-être caché. Et là, je vais faire 0 pour essayer de faire de l'auto-explore. Et voilà, il est là, notre ours. Allons voir. Il est en parfaite condition. Donc là, on peut peut-être essayer de lui donner quelques coups pour voir. Mais là, vous voyez, je suis à 60. Donc, je vais resprinter. Et d'ailleurs, juste en marchant comme ça, vous pouvez voir, ma vie est en train de se régénérer. Donc, ça peut être une façon là, de kiter les ennemis pour que notre vie se régénère. Puis quand on est de retour à 100%, vu qu'on sait qu'il n'y a plus rien ici, on peut revenir et lui donner quelques coups. Et là, vous voyez, je suis retombé à 3 d'HP. Donc, j'enclenche mon sprint. Parce que je veux pas mourir. Et là, j'ai essayé de faire tilde, mais l'ours est réapparu. Là, je joue vraiment de manière un peu bancale, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. Encore une fois, notre vie est descendue en bas de 60%. Fait que vous voyez pourquoi c'est important le 60% plutôt que le 40%. Et voilà, j'ai été capable de me soigner. Quand il perd le line of sight, oh là, il nous a fait un gros dégât par contre. Si je regarde, il a l'air de quoi lui?
Peut-être que c'est pas encore tout à fait à notre portée. Oh, là par contre, il est sorti. Ça, c'est bien parce que... Ben, c'est pas nécessairement bien. C'est qu'il pourrait se battre contre d'autres personnes dans le village. C'est juste que si jamais il tuait un personnage, ce serait la fin de ce personnage-là. On n'aurait plus accès à ce personnage-là. Il est de retour. Et voilà, on a tué l'ours. Donc ça a quand même valu la peine parce que ça nous a donné 150 points d'expérience. Donc vous voyez, vraiment, là, c'est un jeu dans lequel on peut vraiment quêter. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces mécaniques-là. C'est ce qui nous fait avancer quand on est en bas niveau. Donc je refais une fouille automatique. Et il n'y a plus rien à explorer. Donc je peux faire directement la touche plus pour trouver la sortie vers le bas la plus près. On va arriver directement ici. On va descendre. Et on va faire la même chose pour cette région-ci. Puis là, tu sais, c'est vraiment des roulés de dés. Fait que je m'en suis sorti avec l'ours, mais il y aurait pu à quelques reprises, comme ça va peut-être être le cas ici. Toujours garder les sorties en tête aussi, parce que justement, quand ce genre de truc-là arrive, on veut être prêt à repartir. Là, un des trucs que j'ai pas utilisé encore, c'est mon Stinger. Donc, je vais l'utiliser à ce moment-ci. Je peux faire Shift S. Et là, vous voyez, il est empoisonné. Donc, à chaque fois qu'il bouge, il va prendre du dégât. Ce qui est quand même très bien pour nous. Et voilà, on a tué notre deuxième ours. Et on est même à pleine vie. Donc, tout est bien qui finit bien. Vous allez voir que les sprites, vous allez finir par bien les connaître. Vous allez savoir qu'est-ce qui est très dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas trop. Ici, on a un item. On peut voir ici avec le Copper Nugget. Si je pèse sur... si je passe dessus, on a pris le Copper Nugget. Les Copper Nuggets, c'est une des façons justement de sauver de l'espace dans son sac. C'est-à-dire que ça pèse très peu. Et là, vous voyez, en une seule attaque, il a fait baisser de 40% ma vie. Donc, je vais essayer de me cacher à un endroit où je peux reprendre de la vie. Encore une fois, j'ai perdu de la vie. On va prendre le temps de se mettre bien. Là, vous voyez, je suis hungry. Quand vous voyez que vous êtes hungry, moi, puis qu'il n'y a personne alentour pour vous attaquer, je vous recommande fortement de faire un camp automatiquement pour vous faire à manger. Parce que éventuellement, si vous passez au seuil au-dessus de hungry, vous allez avoir de la difficulté justement à courir, à faire vos attaques, etc. Là, ici, on s'en va vers une zone quand même très dangereuse, où il y a beaucoup de créatures qui attaquent à distance. Donc, on prend notre temps. Ça, cette petite créature-là, vous allez voir, on va mettre notre... c'est hostile et average, mais ça peut vraiment, en début de partie, être dévastateur. Donc, on va y faire quand même bien attention. Et là, elle vient de mourir contre le chien. On a trouvé l'autre escalier. On va faire 0 maintenant qu'on est quand même assez confiant d'avoir fait le tour des ennemis potentiels. Et quand on voit un ennemi, vous voyez, ça s'arrête automatiquement notre cherche automatique. Et voilà. Et là, on a trouvé quelques trucs. Le premier, c'est le Heirlooms of God. Donc, on va rire. On va lire, pardonnez-moi. Et on voit ici, donc, voilà, on va prendre ce livre-là. Et on a trouvé un mousquet. On va l'équiper automatiquement. Et maintenant, on a un mousquet. Comme vous pouvez voir en bas ici, le mousquet est équipé, mais on n'a présentement aucune balle pour tirer avec notre mousquet. On continue l'exploration. Ok.
maintenant, on peut aller vers les escaliers. Un des trucs aussi que je vous donnerai en début de partie comme ça, si vous le voulez bien, c'est lorsque vous voyez un coffre, là je me rappelle plus, il était où exactement. Bon, c'est pas tellement grave, c'est de prendre un coffre. Parce que à Jopa, si vous voulez mettre des choses dans un coffre, vous en avez pas. Et donc, ça peut être une bonne manière de mettre tous vos trucs au même endroit. Donc là, on voit qu'il y a un araignée average. Oh, on a notre premier Snapjaw. Donc voilà, vous avez vu qu'il était easy. Les Snapjaws sont pas difficiles. L'affaire qu'ils ont, c'est qu'ils ont souvent en grand nombre. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il a. Il a un Gentling Mask. On va le prendre, on va tout prendre en fait pour l'instant parce que notre but c'est de revendre tout ce qu'on va trouver ici pour pouvoir éventuellement s'acheter des meilleures armes. Un caméléon. Donc, average, on va y faire un petit coup de... Et voilà. On lui a fait un coup de poison. Et maintenant, si on retourne dans nos attributs, on a 2 points de mutation. On va faire Heighten Quickness une fois. Et on peut pas une deuxième fois parce que, en gros, il y a une règle qui est, si je me souviens bien, ton niveau -1, qui est le maximum que tu peux aller chercher. Donc, le deuxième qu'on va faire, on pourrait faire le Mental Mirror si on voulait, mais je pense qu'on va y aller pour le Stinger. Donc, on a avancé notre Stinger qui va faire un petit peu plus de dégâts. Donc, vous voyez comment, si on arrive à tomber sur une caverne qui est pas trop difficile, on peut se mettre bien là, pour notre début de campagne. Là, vous voyez, je suis déjà niveau 4. Ah, j'ai trouvé un autre knick-knack. Et vous voyez, ce knick-knack-là fait en sorte que je vais pouvoir terminer la quête Fetch Argyle. Un knick-knack. Là, j'ai été empalé. Je vais prendre le temps de me soigner. Parfait. Si on va voir c'est quoi le knick-knack, on va l'examiner. Et voilà, on l'a brisé. Ce qui veut dire que je sais pas si. Peut-être qu'un garde va le prendre même s'il est brisé, je me rappelle plus. On va aller voir. C'est rare que ça m'arrive de les briser comme ça. Oh, et là vous voyez déjà, on a un centipède, un autre centipède, on a 2 Snapjaw et un électrofuge. Fait un des trucs qu'on peut faire, c'est qu'on peut peser sur la touche 5, ce qui fait en sorte qu'on saute notre tour. On peut essayer de voir. Ça c'est dangereux. Rester ici présentement c'est dangereux, fait que je pense que je vais remonter à la surface. Ouais, vous voyez comment... Ah, bon, ben finalement, le centipède, c'était... Oh, ok, non, ok, attendez. Je vais sprinter. Cette araignée-là est quand même très dévastatrice pour nous. Donc... on peut essayer de retourner voir si on peut pas... Elle est... Oh, non, une seule attaque, puis ouais, non, c'est pas... On va laisser tomber pour l'instant. On n'a pas une bonne arme, on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas de points non plus dans nos compétences d'armes. Donc vous voyez, je vais prendre la sage décision de ne pas continuer plus loin ici, mais c'est évidemment, ça ne sera qu'attendre. On va pouvoir y revenir plus tard, après peut-être nos deux premières quêtes. On se rappelle qu'on avait peut-être Argyle, pardonnez-moi, qui peut... on va voir s'ils vont accepter notre Broken Trinket.
Oui, il va l'accepter. Donc, c'est excellent. Et là, lui, il va nous donner une quête. Weird Wire Conduit. Il va nous demander essentiellement... Et ça, si jamais vous ne savez pas comment fonctionnent les quêtes, là, vous pouvez toujours retourner ici dans Quête. Quête juste ici. Et vous pouvez venir voir vos quêtes. Et donc, voyez, ça s'appelle Weird Wire Conduit Eureka. Find 200 feet of wire. Search the Rust Wells east of Jopa. Fait que notre quête, ce sera d'aller dans les Rust Wells à l'est de Jopa. Il me reste un personnage à aller voir avant de quitter pour ce premier épisode-là. Et c'est le Dromade, qui est juste ici, avec qui on va pouvoir échanger. Hop, je pesais sur la mauvaise touche, pardonnez-moi. Let's trade. Et lui, il a tout le temps des lead slugs. Donc, moi, je vais prendre les 84 lead slugs contre. Et là, c'est là qu'on peut vendre les trucs qu'on n'aura pas nécessairement besoin. Donc, allons-y pour tout ça. La Bronze Battle Axe aussi. On va vendre ça parce qu'on n'a pas besoin. Et là, si on est prêt à trader, on clique sur 0. Et voilà, notre trade est complet. Les livres, il faut les garder parce qu'il y a un endroit où on va pouvoir les échanger contre des points d'expérience. Donc voilà, si on revient sur notre carte principale, on a présentement deux quêtes qui sont ouvertes à nous. La première, c'est de se rendre ici à Red Rock et d'aller tuer une créature dans le fond du donjon. Et l'autre, c'est d'aller chercher 200 pieds de corde dans les Rust Wells, qui sont ces 3 lieux ici. J'arrête l'épisode pour aujourd'hui ici, à Jopa. On a fait le tour de Jopa. On a vu comment le UI fonctionnait. Lors du prochain épisode, nous allons nous aventurer sans doute dans les Rust Wells. Je vais vous expliquer pourquoi on va prioriser celle-ci avant Red Rock. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine.